Parce que Laurent Guillaume, toi, tu es la rencontre de Marc pour voir comment on vivait dans ce maquis à l'époque. Marc est toujours là, c'est ça? Oui, ce que vient de dire Jean-Seb, c'est aussi du quotidien pour ces gens-là. Alors moi, je me suis posé la question, ça voulait dire quoi, avoir 20 ans, quitter sa famille, ses enfants, quand on en avait, son travail, ses études parfois, et puis monter au Vercors, comme on le disait à l'époque, à travers un chemin escarpé, pour arriver un peu perdu dans une forêt sombre, dans un confort très très médiocre. Eh bien, j'ai voulu poser la question à Marc Serratrice, qui a accepté de m'accompagner là où lui et ses frères d'armes ont passé de nombreux mois en plein hiver et en pleine montagne, du côté d'Autran. Regardez. De l'été 43 à l'été 44, Marc Serratrice va passer plus d'1 an et surtout un hiver entier en totale autarcie dans cette cabane forestière. Alors c'est ici, ce fameux chalet dans lequel vous avez passé tous ces mois d'hiver dans le Vercors. Voilà. Oui, c'était pas spécialement un chalet, c'était une cabane forestière. Ça s'appelait la cabane forestière de Gèves. Aujourd'hui, c'est un refuge-restaurant idéalement placé, en plein milieu des pistes de ski de fond. Et quand vous voyez ces plaques commémoratives, vous dites quoi? Alors c'est la grande histoire et puis c'est aussi la mienne d'histoire. Ben, je sais pas si c'est un sentiment, oui, disons que ça me réveille la mémoire. Voilà. En 1943, Marc a 21 ans. Il est grenoblois et fait ses études à Gap. Mais au début de l'été, il reçoit sa convocation au STO, le service du travail obligatoire. Il est donc réquisitionné pour partir en Allemagne. Comme pour beaucoup d'autres, c'est l'élément déclencheur qui lui fait prendre le maquis. Par un temps épouvantable, il rejoint tout d'abord la bergerie de Carteau, une bicoque qui tient à peine debout. Des camps de ce type, il y en a alors une douzaine sur tout le plateau du Vercors. L'hiver arrivant, les responsables du camp décident de s'installer à Gèves. Là, ils vont se retrouver à 40 résistants, âgés d'environ une vingtaine d'années et encadrés par des chefs plus expérimentés. Quand est venu l'hiver, nos chefs, les chefs du maquis sont venus nous voir en nous disant ben, « Vous avez compris, il faut passer l'hiver. Hein. Donc, il faut s'armer moralement. Et ceux qui ne peuvent pas tenir, on peut leur dire qu'ils partent. » C'était un risque, mais enfin, il n'y en a pas un qui est parti. Alors comment vous avez tenu cet hiver? On a tenu parce qu'on savait pourquoi on se battait. Au camp C3, celui de Marc, les armes ne sont pas encore arrivées. Alors, en attendant l'hiver et le combat armé, les maquisards apprennent la vie des bois et le métier de bûcheron. On était occupés. Il fallait faire sa toilette, fallait... Et comment d'ailleurs? Dans l'eau froide? Ah bon, ben oui. Il fallait se tenir propre. Alors, bon, on se rasait pas tous les jours. On se lavait. Et puis, les jours où il faisait un peu moins froid, comme aujourd'hui, par exemple, on faisait chauffer une bassine, on se mettait à poil, et puis il y a un camarade qui vous versait de l'eau dessus en vous frottant, parce que les chefs tenaient à ce que, parce qu'autrement on prend des poux, enfin en communauté il faut être propre. Ouais. Donc on avait quand même la grande lessive aussi souvent que c'était possible, par un froid glacial. Comment est-ce qu'on se nourrit en hiver à la montagne, ici? Eh bien là il faut enfin vraiment insister sur le rôle des civils, si je puis dire, des gens d'Autran, des résistants d'Autran. Ils avaient beaucoup de difficultés parce qu'il fallait qu'ils détournent de la viande des contingents qui avaient été contrôlés. Le boulanger, il fallait qu'on lui contrôlait son poids de farine et tout. Donc, nous, on tire notre chapeau, bien que ce soit boucher et boulanger, ils avaient beaucoup de mal à nous alimenter. Si les journées sont bien occupées, les soirées, elles, sont interminables. En décembre, à 17 h, il fait nuit. Vous parliez de quoi pendant ces longues nuits? Oh ben là, on ne parlait pas toujours de choses sérieuses. Hein. Mais quand on justement... était des types de 20 ans, je ne me souviens plus, mais enfin, on rigolait, quoi. On racontait des histoires, on parlait les uns des autres. Hein, parce que là, on avait bien le temps de se raconter les uns les autres comment on vivait, d'où on venait, etc. Donc, on finissait par très bien se connaître. Ici, Londres. Vous allez entendre des informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Dans mon idée, je pense toujours que c'est... Puisqu'on l'a fait, il y en a d'autres qui pourraient le faire. Hein. La seule chose, c'est qu'on est dans une période très individualiste. Donc, l'engagement est plus individuel, quoi. Hein.
Maintenant, ça dépend. Si on veut rester dans ses pantoufles, c'est pas pour autant que je critique. Mais on va dire, je suis plutôt porté. On me dit quel conseil tu as. Ben oui, engage-toi dans quelque chose et tu verras que ta vie, tu la sentiras meilleure, quoi. Ouais, ouais. Magnifique témoignage, magnifique témoignage. Engage-toi dans quelque chose et tu verras que ta vie, tu la sentiras meilleure. Exceptionnel ce qu'il dit ce monsieur-là. Oui, c'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Alors, vous l'avez compris, hein, il ne faut pas imaginer que c'était des guerriers tous qui allaient prendre le maquis. C'était des jeunes de 20 ans, comme on aurait pu nous le faire à leur âge. Il y avait des médecins, des mathématiciens, des paysans, et tous se retrouvaient ensemble dans ces cabanes. Il fallait apprendre à se chauffer, et puis les nuits étaient longues, alors ils jouaient aux cartes. Mais ce que Marc me racontait, c'est que parfois, eh bien, ceux qui savaient lire, ceux qui savaient écrire, donnaient des leçons à tous les illettrés, à tous ceux qui, eux, n'avaient pas eu la chance d'apprendre ça à l'école. Et en fait, c'était une véritable camaraderie qui leur a permis de supporter ces longs mois dans des conditions difficiles, d'autant plus que les hivers dans les années 40 étaient bien plus rudes que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et inutile de vous dire qu'à titre personnel, j'ai un respect immense pour Marc, Marc Serratrice, qui en plus ne se prend pas du tout pour un héros. Il y a une question qui me taraude, qui nous taraude tous quand on n'a pas connu la guerre, c'est celle-ci. À 20 ans, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? La question est posée. Allé. Vous y seriez allé, dit Christiane. Mais oui, bien sûr. On ne pouvait pas faire autrement. Il fallait monter. Et je voudrais dire quelque chose à propos des maquis, parce que, connu l'époque, les femmes montaient le ravitaillement. Et on parle toujours des hommes qui étaient là-haut, mais les femmes prenaient des risques formidables pour leur apporter de quoi manger. Absolument, vous avez raison, Christiane. On le voit là dans le reportage où il fallait tricher avec les quantités chez le boulanger partout pour essayer de monter. Et puis après, il fallait effectivement transporter. C'est souvent les femmes qui le faisaient.